Bonjour à tous. J'excuse le professeur Andréja qui n'a pas pu être présente aujourd'hui car elle est en déplacement. Je me fais la mission de présenter rapidement l'AFHU et je passerai la parole ensuite à Sandrine Moranda qui nous fait le plaisir de modérer cette conférence qui porte sur l'élastographie pulmonaire, un biomarqueur mécanique pertinent pour le suivi multimodal de la BPCO et qui sera présentée par le docteur Sabine Fanny Ben Samoun et le professeur Antoine Dingswan. Alors, vous le savez, mais on refait un petit résumé à chaque présentation pour que les nouvelles personnes qui regardent les conférences puissent savoir un peu ce que c'est que la FHU. Donc, la FHU Respire, c'est un projet qui a été retenu dans le cadre d'un appel à projet porté par le G4. Donc, c'est l'ensemble des CHU des Hauts-de-France et de la Haute-Normandie, CHU de Lille, d'Amiens, de Rouen et de Caen, qui a été labellisé par Aviesan à compter du 1er janvier 2021 et pour une durée de 5 ans, qui a été prolongée d'un an, donc jusqu'au 31 décembre 2026. Et on est en train, tranquillement, doucement, de préparer le prochain appel à projet FHU qu'on a appelé FHU Respire 2.0 pour la période 2027-2031. J'y reviendrai un petit peu après. Les objectifs de la FHU, c'est donc de renforcer les relations hôpital, université, unité de recherche au sein de l'interrégion Nord-Ouest pour stimuler la recherche médicale sur la thématique de la santé respiratoire. C'est également d'améliorer la santé respiratoire par une approche intégrée qui va prendre en compte les caractéristiques de l'hôte dès l'enfance, l'environnement, les pathogènes et leurs interactions au niveau pulmonaire. Alors, je passe rapidement sur les partenaires de la FHU, qui sont donc les 4 CHU des Hauts-de-France et de la Haute-Normandie, les universités partenaires correspondantes et l'UTC de Compiègne, ainsi que l'université d'Artois et l'Institut Pasteur de Lille, notamment. Alors, depuis janvier 2022, la FHU Respire organise les conférences du dernier mardi du mois, dont l'objectif c'est de faire connaître donc la FHU Respire et de mettre en avant les compétences et les travaux de recherche de ses membres sur des sujets qui vont d'une présentation, d'un débat, un projet, une avancée, un outil ou une technologie à partager. Les conférences sont orientées soit grand public, soit réservées aux professionnels de santé. Elles sont organisées donc chaque dernier mardi du mois de 13 heures à 14 heures en visio ou le mardi qui précède les vacances scolaires quand ça tombe sur un mardi pendant des vacances scolaires. On évite cette période-là justement euh, pour permettre à tout le monde, au maximum de personnes, de se connecter. Donc c'est en visio sur Zoom avec une durée de 30 à 45 minutes pour le topo, avec un temps consacré aux échanges et aux questions. La diffusion de cet événement se fait au niveau des 4 CHU, des 6 universités partenaires, ainsi que de tous les partenaires de la FHU par mail et sur notre compte LinkedIn. Et puis, on propose aussi un replay des conférences sur YouTube, soit en mode public, donc qui sont accessibles à tous en fonction de ce que les conférenciers nous proposent, soit disponibles uniquement pour les membres de la FHU. Alors voilà, le petit programme 2026, donc ce qui a déjà eu lieu et ce qui est prévu pour le mois prochain. J'y reviendrai tout à l'heure. Si vous avez des idées, des suggestions à faire pour la fin d'année, donc en septembre, octobre et novembre, n'hésitez pas à nous faire passer vos propositions ou vos idées. Donc il y a encore ces 3 créneaux qui sont disponibles. Alors, un petit point rapide sur l'appel à projet FHU 2027-2031. Donc, si vous avez regardé vos mails, normalement, vous avez dû voir que la lettre d'intention de l'appel à projet FHU 2027-2031 sur laquelle on travaille depuis quelque temps déjà a été acceptée. Donc, notre prochaine étape, c'est la préparation du dossier complet qui va être à soumettre donc au G4 pour le jeudi 9 juillet prochain. Vous avez été sollicité, ou plutôt vos directeurs, directrices de laboratoire ont été sollicités pour nous transmettre vos lettres d'engagement partenaires qui seront associées à notre dossier complet. Donc regardez bien vos mails, c'est le mail du 12 mai, on a proposé un template. Ensuite, nous avons également partagé via un mail du 19 mai un document de travail commun sur le cloud FHU Respire
et donc en pièce jointe de ce mail, qui est à compléter, à corriger ou à commenter d'ici le 28 mai si possible, en privilégiant majoritairement les modifications du document sur le cloud, et ce pour avoir une base de travail pour les prochaines séries de réunions de travail par Work Package qui vont avoir lieu d'ici fin juin pour poursuivre et finaliser le dossier complet à soumettre pour le 9 juillet. Donc, les dates de la première série de réunions de travail, donc pour les Work Packages ont été fixées. Pour le Work Package 2, donc haute trajectoire d'évolution et endotype des maladies respiratoires, ce sera le jeudi 28 mai de 8h à 9h. Pour le Work Package 1 de l'exposome à la santé respiratoire, études des déterminants clés et anticipation, ce sera le lundi 1er juin de 10h à 11h. Pour le Work Package 3, nouvelle stratégie de prise en charge, innovation thérapeutique et personnalisation des soins. Ce sera également le lundi 1er juin de 11h à midi. Pour le Work Package 4, santé respiratoire et société, analyse historique sociale et participative, ce sera le jeudi 11 juin de 15h30 à 16h30. Et enfin, la réunion Task Force transversale avec les cohortes, les outils et la partie communication, ce sera le lundi 15 juin de 17h à 18h. Sachant que donc la deuxième série de réunions est pratiquement finalisée, donc on vous transmettra les informations dans la semaine. Et voilà, je vais m'arrêter là pour l'instant et je vais passer la parole à Sandrine. Est-ce que tu veux que je revienne sur la première diapo peut-être? Oui, comme Ouais, ça sera plus simple. Il y aura les ouais. noms. Parfait. Alors, merci Sandrine. Je vais commencer par présenter le docteur Ben Samoun, qui est directrice de recherche au CNRS en section 11, c'est la section biomécanique à l'Université de technologie de Compiègne. Elle est chercheuse associée à la Mayo Clinic de Rochester et elle a dirigé pendant 8 ans l'équipe caractérisation et modélisation personnalisée du système musculo-squelettique. Elle s'est fortement impliquée au sein du comité national du CNRS. Il faut noter également qu'elle est pionnière dans le domaine de l'élastographie IRM. Elle a développé le premier protocole qui permet de caractériser les muscles du membre inférieur avant d'étendre ses travaux à l'étude des pathologies fibrosantes touchant notamment le muscle, le foie et plus récemment le poumon. Le professeur Ding Xuan est médecin hospitalo-universitaire à l'hôpital Cochin, aujourd'hui consultant après avoir dirigé pendant près de 20 ans le service de physiologie et exploration fonctionnelle. Spécialiste de la physiopathologie respiratoire et ancien rédacteur en chef de l'European Respiratory Journal. Je vous remercie à nouveau, donc Dr Ben Samoun et professeur Ding Xuan, d'avoir accepté de faire aujourd'hui une présentation de vos activités de recherche. Cette présentation s'intitule donc Élastographie pulmonaire, un biomarqueur mécanique pertinent pour le suivi multimodal de la BPCO. Et je laisse donc la parole à nos deux orateurs du jour. Nous allons voir une technique, une approche qui, bien que présente, eh bien, nous espérons qu'elle soit encore plus dans le futur, dans le diagnostic et euh, on va dire le phénotypage de la BPCO. Et s'agissant de la BPCO, ce que je propose, c'est très rapidement de revoir avec vous les différents aspects, les différents sous-chapitres de cette maladie qui est connue. Et on va voir, eh bien, en fait, c'est une maladie fréquente, elle est connue, mais probablement encore imparfaitement comprise, et de ce fait, elle est sous-diagnostiquée, d'où la nécessité de trouver de nouveaux moyens de diagnostic et de suivi concernant cette maladie qui, contrairement à ce que l'on pensait jusqu'à maintenant, est une maladie multiforme, et certains même se posent la question s'il ne faudrait pas utiliser le pluriel pour parler de la BPCO plutôt que utiliser la nomenclature actuelle. Alors, la BPCO est une maladie fréquente, ça tout le monde le sait, puisque nous savons que, en fait, elle est essentiellement due à une pollution de l'air que l'on respire, qu'elle soit volontaire avec le tabagisme ou bien subie avec la pollution environnementale. Et en fait, si je vous disais que c'est une maladie qui tue, qui est importante, eh bien ça, tout le monde le sait, du moins tous les médecins et les pneumologues. Encore que, en discutant avec la semaine dernière avec le professeur André Jacques, en fait, on s'est aperçu que nos décideurs de Bruxelles, eh bien, un certain nombre ignorent encore que c'est une maladie importante et qui se trouve au troisième rang des maladies pouvant impacter de façon vitale sur le devenir des gens. Alors,
Ça, tout le monde le sait. Alors, j'ai pensé, c'est que pour que ça parle encore plus, et vous montrer deux chiffres. Le premier est que, bah, actuellement, toutes les heures, il y a de par le monde 425 personnes qui meurent de BPCO. Et que cette maladie, non seulement a un coût humain, mais cela représente aussi un coût économique, puisque si on ne fait rien, eh bien, ça peut entraîner, occasionner une dépense, et donc une perte de alors 4,3 trillions, c'est que je ne dise pas de bêtises, c'est 4300 milliards de dollars, donc à peu près 4000 milliards d'euros en coût de soins. Et qui malheureusement, ce sont les soins qui permettent de prolonger la vie, mais qui ne permettent pas de réverser la maladie. Alors, la BPCO, elle est connue de par sa fréquence, elle est également connue de par ses symptômes, et j'en vois pour preuve l'existence d'écrits anciens, notamment ce que l'on peut voir avec eh bien, la personne que tous les médecins connaissent, à savoir Hippocrate, et puis, alors, attendez, je suis allé trop vite, et puis aussi Galien. Donc, eh bien, ces deux grands noms de la médecine s'intéressait déjà, pour Hippocrate, à la dyspnée, la difficulté de respirer, en fait, à l'époque, il pensait que c'est dû à un trouble d'humeur, et puis Galien, déjà, croyait que, en fait, ces maladies-là sont dues à un nerf vicié, selon quoi il n'a pas totalement tort. Mais si on peut pousser juste un petit cocorico, eh bien, la maladie, la physiopathologie de la BPCO telle qu'on la connaît pour l'essentiel aujourd'hui, eh bien, on la doit à un Français, le professeur René Laennec, hein, l'inventeur du stéthoscope, qui très très vite avait identifié la BPCO et les maladies bronchiques en général comme étant une entité totalement différente de la tuberculose qui, au XIXe siècle, était représentée la principale maladie respiratoire. Et cela, eh bien, il le décrivait en 1821, donc il y a maintenant un petit peu plus de deux siècles, de 200 ans. Mais il a fallu attendre encore beaucoup plus tard, donc en fait pas tellement plus tard concernant William Stokes. Alors, William Stokes, pour ceux qui s'intéressent à la respiration, c'est celui aussi qui a décrit la respiration de Cheyne-Stokes. William Stokes a très 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 vite identifié l'importance de l'inflammation des petites voies, des voies aériennes, qui dénommait la bronchite chronique, mais il a fallu attendre la moitié du XXe siècle pour revoir réunir les meilleurs spécialistes de l'époque en 1959 pour véritablement mettre ensemble les symptômes et aussi la fonction respiratoire pour caractériser ce groupe de maladies. En 1962, l'American Thoracic Society, qui est une société savante, a pour la première fois euh, défini la BPCO comme étant un trouble de la respiration associé avec des mesures quantifiables, à savoir les explorations fonctionnaires respiratoires telles que nous la pratiquons encore aujourd'hui et qui définit un syndrome qu'on appelle le syndrome obstructif. Et enfin, pour terminer ce rapide rappel historique, quelques années plus tard, c'est au professeur William Briscoe que l'on doit cette nomenclature qui est la bronchopneumopathie chronique obstructive, ou bien en anglais COPD, qui détermine véritablement la, les caractéristiques de cette maladie. Alors, pour résumer, et jusqu'à encore maintenant, on pense que la BPCO, qui est une maladie des bronches, entraînant une obstruction, donc une difficulté de l'air à se déplacer à travers les voies aériennes, elle est surtout due au tabagisme. Tout cela n'est pas faux, reste encore vrai, mais très probablement incomplet. Alors, concernant le tabac, en tout cas, nous avions grandi, en tout cas moi j'avais grandi avec cette notion qui reste vraie et qui a été publiée dans les années 70, comme quoi un individu a
sa primage, en fait, lorsqu'il a à peu près 25 ans, donc encore jeune, beau et fort, et il aurait 100% de sa capacité respiratoire. Et puis avec le temps, il y aura un déclin inévitable, mais que ce déclin sera accéléré par la pollution tabagique. Mais dans cette mauvaise nouvelle, il y a toujours un facteur favorable, à savoir que si l'on décide d'arrêter de fumer, eh bien, on peut réverser les choses ou bien rendre les choses euh, moins pires que prévu, tel qu'on peut le voir ici, avec un arrêt de tabac à 45 ans. Et puis la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas d'âge, hein. En fait, on peut s'arrêter à tout âge, quand bien même on le fait tardivement, on arrive quand même à changer la trajectoire du déclin respiratoire. Alors, cela est vrai. Cela est vrai, sauf que maintenant, l'on s'aperçoit que tout le monde ne peut pas atteindre les 100% de sa capacité respiratoire à l'âge de 25 ans. Il y a des gens qui peuvent le faire, effectivement, et c'est tant mieux pour eux, mais d'autres ne peuvent pas le faire. Et c'est pour cela que maintenant, je vais vous amener progressivement vers des zones moins connues, parce que probablement encore insuffisamment étudiées, à savoir les inconnus de la maladie respiratoire qui est la BPCE. Alors, la première surprise, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, en 2009, où ces deux auteurs ont publié que, en fait, la BPCO peut s'observer chez des gens qui n'ont jamais fumé de la vie. Ils n'ont jamais fumé de la vie, mais cela ne veut pas dire qu'ils ne sont pas exposés à une pollution atmosphérique, et c'est ce qu'a montré ces deux auteurs, notamment en Asie, dans les pays en voie de développement, qui notamment cuisinaient au feu de bois dans un espace confiné. Alors, la surprise est que, en fait, la proportion des personnes qui peuvent avoir une BPCO sans pour autant être tabagique, mais soumises à une pollution atmosphérique, eh bien, elle n'est pas négligeable puisque elle représente à peu près la moitié des personnes, 50%, à peu près 50% des personnes que l'on diagnostique comme comme ayant une BPCO. Donc la première information qui date de 2009, c'est qu'on peut très bien avoir une BPCO sans pour autant être fumeur. La deuxième information qui était aussi une surprise pour nous, c'est qu'on peut avoir une BPCO en étant ce que j'appellerais un petit fumeur, donc avec un nombre de paquets tabac relativement bas par rapport à ce que l'on enseignait aux étudiants en médecine. Et cela vient de cette étude qui, en fait, disait que, eh bien, toutes les personnes ne sont pas nées, ne sont pas égales devant les chances de la vie. Certaines vont pouvoir atteindre les 100% de des capacités, mais d'autres vont atteindre un petit peu moins, sans que ce soit véritablement insuffisant à l'âge de 20 ans, mais ce ne sont pas des gens qui, de toute évidence, vont devenir des athlètes. Et là-dessus, vous pouvez voir que celui qui aurait une fonction dite normale, avec une exposition tabagique importante, va finir par avoir une BPCE. La personne qui aurait une fonction respiratoire non pas anormale, mais suboptimale, donc proche de l'anomalie sans pour autant être anormale, eh bien, avec une exposition tabagique beaucoup moins importante, va également atteindre une BPCO telle qu'on peut le voir ici. Voilà. Et donc, si on regarde le nombre de personnes qui ont une BPCO, on voit que parmi ces personnes-là, il y a bien une bonne moitié qui seraient soumises à une exposition tabagique peu importante et pour autant vont avoir une BPCO tout simplement parce que ils étaient nés ou bien pendant leur enfance, ils avaient ce que nous appelons un petit poumon, entre guillemets. Donc un poumon non optimal, poumon normal, petit poumon. Voilà, et donc ça, maintenant, c'est rentré dans notre connaissance. Et enfin, un dernier point concernant les trajectoires, c'est qu'on s'aperçoit que non seulement, eh bien, et ce petit poumon, en fait, sera la période de la vie qui sera déterminante, c'est la période anténatale, donc fœtale, lorsqu'on est encore dans le ventre de nos mamans, et ça, on le sait depuis longtemps. Une mère qui fume, c'est un futur enfant qui aura des problèmes respiratoires, et comme on peut le voir ici, eh bien, il y a différents types de trajectoires, je vais passer rapidement, pour arriver à cette diapositive qui montre les différentes trajectoires possibles concernant une personne qui est soumise aux aléas respiratoires de la vie.
Donc, soit on a un poumon normal, donc c'est la courbe de Fletcher-Peto, soit on a une courbe suboptimale, et puis on a quasiment, certaines personnes ont quasiment un défaut de développement pulmonaire, et celles-là, eh bien, vont avoir beaucoup de difficultés pour pouvoir maintenir la santé respiratoire. Alors, tout ça pour dire que finalement, lorsque vous avez, pour d'excellentes raisons, vous avez décidé de ne pas fumer, mais que pour autant, vous vivez dans un environnement peu favorable. Ou bien pendant l'enfance, est-ce que vous avez eu des situations qui pourraient fragiliser les bronches lorsque celles-ci sont en voie de développement? Eh bien, tout cela peut mener par différents mécanismes et en induisant différents tableaux anatomocliniques à ce que l'on connaît aujourd'hui comme étant la BPCO, à savoir une maladie caractérisée par un trouble de l'hématose des échanges gazeux, du fait soit de l'atteinte des voies aériennes, celles qui amènent de l'air de l'extérieur vers les zones d'échange, soit par une anomalie ou bien un non-développement de la zone d'échange alvéolaire, à savoir l'espace alvéolo-capillaire. Et cela, maintenant, nous amène à avoir une vision un petit peu plus sophistiquée concernant la physiopathologie, puisque maintenant, non seulement vis-à-vis d'un patient qui aurait des symptômes qui sont les mêmes, hein, qui existent depuis la nuit des temps, la dyspnée, la toux, l'expectoration, eh bien, ce qu'on appelle des phénotypes, on s'intéresse aux génotypes depuis la connaissance de cette science, mais on s'intéresse aussi à l'endotype, c'est-à-dire les différentes voies biologiques qui sous-tendent ce développement pathologique. Et enfin, les étiotypes nous permettent de nous dire que finalement, sous un même vocable, on regroupe très probablement des maladies avec différentes conséquences possibles. Et à chacune de ces conséquences, il convient d'avoir la bonne façon d'approche, la bonne approche, et donc et par cela espérer avoir la bonne thérapie. C'est ce que ces auteurs avaient proposé il y a quelques années en disant que finalement, contrairement à ce que l'on pense, eh bien, la BPCO est non pas une maladie incurable, comme on le pense encore trop souvent aujourd'hui, mais qu'on pourrait probablement penser un jour à pouvoir éliminer, donc empêcher ou bien complètement guérir une personne qui serait atteinte d'une BPCO. Alors, c'est un challenge énorme et pour pouvoir le faire, il faut au moins deux choses. La première est mieux connaître les différents mécanismes menant à cette maladie. Donc ici, aujourd'hui, on parle d'étiotypes, les différents mécanismes, les différentes étiologies. Et la deuxième façon, c'est de pouvoir diagnostiquer cette maladie de façon suffisamment précoce. Et là, il faut le dire, les critères actuels qui dit que un patient aurait une BPCO si et seulement si le rapport VEMS sur CBF est inférieur à 0,70, 70%, est quelque chose de valide, mais probablement pas assez fin pour pouvoir diagnostiquer les formes précoces de la BPCO. Et c'est ce que j'ai représenté ici. Et donc, pour conclure, en fait, il est important aujourd'hui d'avoir une granularité beaucoup plus importante, avec une connaissance beaucoup plus fine concernant la physiopathologie, ce qui se cache en dessous des cartes de cette maladie générale qu'on appelle la BPCO. Et on espère aujourd'hui, avec l'exposé qui va suivre du Dr Bensamoun, que grâce à l'élastographie, nous allons avoir une vision très certainement nouvelle, mais dans tous les cas complémentaire avec tout ce que l'on sait aujourd'hui, afin d'affiner à la fois les diagnostics et on espère le traitement de cette maladie qui reste encore et toujours la troisième cause de mortalité parmi toutes les maladies chroniques de l'humanité. Donc voilà, donc j'ai terminé ma partie, donc je vais peut-être arrêter le partage et pour que vous puissiez commencer la vôtre. Très bien.
Merci. Donc, moi, là, je vais plus vous parler d'une technique qui s'appelle élastographie, donc par résonance magnétique, qu'on appelle ERM. Cette technique, donc, elle est installée à la polyclinique Saint-Côme, au département de radiologie qui est la CRIM. C'est là où on développe en fait tous nos protocoles en élastographie IRM. Alors, les techniques actuelles de suivi de la BPCO, il y a le scanner hein, qui reste l'imagerie de référence. Donc, c'est la principale modalité en imagerie et qui donne une information morphologique et structurelle du poumon. Maintenant, on sait que donc c'est quand même une technique irradiante et ça limite le suivi régulier des patients. Et ça ne donne pas en fait d'informations fonctionnelles, c'est-à-dire sur les propriétés mécaniques du poumon, telles que on va le voir avec l'élastographie par IRM. De plus, le diagnostic médical il est dépendant de l'expérience du radiologiste avec une variabilité qui peut être inter- ou intra-opérateur. Donc, dans le cas de la BPCO, le scanner, c'est une modalité en imagerie qui est peu sensible en fait pour détecter des atteintes débutantes du poumon profond. Dans les autres techniques qui existent, il y a la spirométrie. Donc, je vais passer rapidement pour un petit peu plus focaliser sur l'élastographie. Mais en tout cas, la spirométrie permet de mesurer les voies aériennes proximales. Mais dans la BPCO, c'est quand même important de mesurer des voies aériennes distales. On utilise également une autre technique qui est l'oscillométrie. L'oscillométrie, ça permet en fait d'avoir une exploration des voies aériennes distales, donc c'est-à-dire du poumon profond, et de détecter ainsi des formes initiales de la BPCO. Donc l'oscillométrie, juste pour résumer, donc ça consiste à envoyer des petites oscillations d'air dans les poumons pendant une respiration calme du patient pour analyser la manière dont le système respiratoire va y répondre. On peut mesurer différents paramètres tels que la résistance et la réactance. Et dans le cas de la mesure de la résistance, on peut ainsi mesurer les voies aériennes distales. Nous, ce qui va nous intéresser dans le futur, ça sera la mesure de l'élastance, puisque c'est la rigidité pulmonaire. Et dans la littérature, on sait qu'il y a une élastance qui est plutôt faible pour les BPCO avec un emphysème pur et une élastance qui est forte dans le cas des fibroses. Donc, pour nous, en fait, l'élastographie, ça serait une technique qui serait complémentaire à l'oscillométrie, avec une nouvelle façon, en fait, d'aborder la notion d'élastance et de compliance dans un poumon malade, tel que celui du patient BPCO. L'ERM a la capacité à mesurer, en fait, une rigidité qui peut être soit locale, soit régionale, c'est-à-dire dans tout le poumon. Et c'est surtout en fait une capacité à détecter des modifications qui sont non visibles avec les méthodes actuelles telles que le scanner. Donc, pour revenir à cette diapositive, la question qu'on se pose, c'est est-il possible d'éliminer un jour la BPCO? Oui, si on arrive à diagnostiquer cette pathologie dès les tout premiers symptômes, et il y a très peu d'outils actuellement pour cela. Et c'est un peu, on va dire, l'originalité de notre projet, de développer cette technique ERM, donc d'élastographie par résonance magnétique, pour identifier très tôt ces changements du tissu pulmonaire qui ne sont pas encore visibles avec les techniques actuelles telles que le scanner ou la spirométrie. Donc, l'élastographie par IRM, c'est une technique en fait qui a été développée à la Mayo Clinic, donc à Rochester dans le Minnesota. Et
l'élastographie, en fait, ça consiste à mesurer la rigidité du tissu, telle que la palpation, où on palpe le tissu pour savoir s'il est mou ou s'il est dur. Un tissu sain est un tissu qui est mou et un tissu pathologique est un tissu qui va être dur. Donc, on va utiliser en fait une propagation. Donc, en fait, ce qu'il faut préciser, c'est que cette technique, en fait, elle a été développée en 1993, où en fait, à la Mayo Clinic, ils ont utilisé deux billes, une dure et une molle, et ils ont propager des ondes de cisaillement pour évaluer la rigidité de ces deux fantômes. On voit très bien que lorsque l'onde se propage dans deux milieux différents, dans un milieu dur et dans un milieu mou, on voit que la longueur d'onde, donc c'est-à-dire la distance entre deux bandes de même couleur, n'est pas la même. On voit que la longueur d'onde est beaucoup plus grande dans un milieu dur que dans un milieu mou. Et en fait, ils ont voulu en fait reproduire cette propagation d'ondes à l'intérieur de différents organes. Donc, cette technique a été publiée en 1995 et c'est de là qu'en fait est parti tout le développement de cette technique ERM en français ou MRE en anglais pour différents organes tels que le foie, le cerveau et il y en a beaucoup d'autres en cours de développement. Cette technique, elle est basée sur deux étapes pour mesurer la rigidité du poumon. La première, elle va consister à générer des ondes de cisaillement dans le poumon. Et la deuxième étape, ça va consister à visualiser et analyser la propagation de ces ondes. Donc, pour générer ces ondes, on utilise ici un speaker qui va envoyer en fait une pression d'air dans un stimulateur à une fréquence de 50 Hz. Ce stimulateur, il est placé sur le poumon droit du patient et la membrane de ce stimulateur va vibrer donc à une fréquence de 50 Hz. La vibration, elle dure uniquement quelques secondes et pendant ce temps, le patient doit retenir sa respiration pendant à peu près une vingtaine de secondes. Donc, je vais passer plutôt rapidement sur cette diapositive. En fait, ça consistait juste à caractériser la membrane, la déformation de la membrane du stimulateur parce qu'on utilise une fréquence de 50 Hz et c'est pas pour rien qu'on utilise cette fréquence, c'est parce que à cette fréquence spécifique, on a une déformation uniforme de la membrane, alors que si on augmente la fréquence, on voit que la membrane ne bat plus de manière homogène. Donc, ça, comme je vous l'ai expliqué, la vibration va être générée à l'intérieur du poumon et la deuxième étape va consister à visualiser et analyser cette propagation. Donc, pour cela, je vous ai représenté ici la séquence ERM avec la vibration induite par le stimulateur et l'élastographie, ça consiste à ajouter un gradient d'encodage du mouvement qui va osciller en fait à la même fréquence que le stimulateur pour suivre en fait le déplacement des ondes dans le tissu pulmonaire. Ça nous permet de visualiser ici sur la petite cartographie que vous voyez ce déplacement d'ondes à l'intérieur du poumon à différents instants du cycle vibratoire obtenu en décalant temporellement les gradients d'encodage du mouvement par rapport à la stimulation mécanique. Ensuite, on doit mesurer cette longueur d'onde, comme je vous ai montré avant dans les billes, pour arriver à mesurer cette rigidité parce que en fait, la vitesse de propagation des ondes est reliée
à la rigidité, ou plutôt, on devrait dire au module de cisaillement mu, qui est égal à la masse volumique multipliée par la vitesse au carré. Donc ici, c'est un exemple sur le tissu hépatique, parce que ce qu'il faut préciser, ce que je vous ai pas dit au départ, c'est que cette technique d'élastographie, elle est appliquée principalement pour les tissus mous, hein, elle ne fonctionne pas pour les tissus durs. Et on trace un profil, ici le profil blanc que vous voyez, le long de la direction de propagation de l'onde, ce qui nous permet de visualiser la courbe verte qui montre l'oscillation de l'onde et qui nous permet de mesurer la longueur d'onde lambda, puisque la vitesse, c'est la longueur d'onde fois la fréquence. Donc, on comprend bien que la fréquence, on l'a fixée à 50 Hz. La longueur d'onde, la masse volumique, en fait, c'est la masse volumique de l'eau, généralement, qu'on utilise, puisque le foie ou le muscle sont remplis d'eau. Donc, ce qui varie, le seul paramètre qui varie, c'est la longueur d'onde. Donc, plus la longueur d'onde va augmenter, plus le module de cisaillement, ou plus la rigidité va être grande. Bien sûr, pour utiliser cette équation, on fait certaines hypothèses sur le tissu. Maintenant, le souci lorsqu'on étudie en élastographie par IRM le poumon, c'est la masse volumique. Parce que le poumon n'est pas rempli d'eau mais d'air, donc il a fallu trouver un moyen pour mesurer cette masse volumique que je vais vous expliquer par la suite. Et une fois qu'on a la masse volumique, on peut remonter à partir de la propagation d'onde et de la longueur d'onde à une cartographie de la rigidité du poumon. Et le but, c'est d'avoir une cartographie personnalisée de la rigidité pulmonaire pour chaque patient. Donc, dans un premier temps, on a établi que la rigidité pour un poumon sain était de l'ordre de 1 kPa, ce qui nous permet maintenant de comparer à cette valeur de référence. Donc, je vais vous montrer plusieurs résultats qu'on a obtenus sur des patients tabagiques, des Covid longs et des patients BPCO. Et pour les patients BPCO, c'est un travail qui est actuellement en cours. Donc, pour les patients tabagiques, donc on a classé ces patients en fonction du paquet année, qui est le niveau de consommation établi avec le risque de cancer pour un paquet année supérieur à 20. Donc, on a fait 2 groupes sur les 34 fumeurs que nous avons sélectionnés. Et tous ces patients ont également eu un scanner. On repère au scanner, en fait, la division en trèfle que vous voyez sur cette image entourée en rouge, qui est en fait, pourquoi on se met à ce niveau-là? C'est parce que c'est une structure anatomique qui est reconnaissable et reproductible sur chaque patient. Ce qui nous permet ensuite de placer 4 coupes autour de cette zone pour réaliser des séquences d'élastographie sur ces 4 coupes coronales. Donc le patient, donc là vous avez à nouveau le protocole que vous connaissez par cœur maintenant, l'image coronale en IRM, et on prend comme référence l'image scanner pour placer au même niveau les 4 coupes sur l'image IRM pour lancer la séquence d'élastographie donc qui est composée du gradient d'encodage. Ici, vous voyez la propagation des ondes sur ces 4 coupes, et ça nous a permis d'attester la faisabilité de notre protocole en élastographie.
Ensuite, comme je vous ai dit, et vu le temps qui nous reste, je vais passer assez rapidement. Il faut post-traiter en fait cette image avec un algorithme d'inversion pour obtenir, comme je vous ai dit, la rigidité du tissu. Mais dans un premier temps, c'est la rigidité apparente puisqu'on va faire une estimation que la masse volumique est égale à 1000. Mais pour avoir la masse volumique réelle du poumon, on va utiliser une séquence spéciale de densité qui est connue dans la littérature. On a calibré cette séquence et ça nous a permis d'obtenir cette image de densité. En multipliant cette image de densité à la rigidité apparente, on peut alors obtenir l'image corrigée de la rigidité du poumon. Et on sait qu'elle est autour de 1 kPa pour un poumon sain. En ce qui concerne les résultats sur les patients tabagiques, vous pouvez retrouver en fait les résultats dans ces deux papiers publiés, mais vous allez tout de suite comprendre l'intérêt. Ici, vous avez deux patients avec des scanners normaux. On lance pour ces deux patients la technique d'élastographie, on visualise la propagation des ondes. Ce qu'il faut bien préciser, c'est que les scanners ne révèlent pas d'anomalies structurelles, mais par contre, la cartographie de rigidité montre que le patient 2 a un poumon beaucoup plus dur que le patient 1. Donc, on a pu en fait détecter des modifications qui n'étaient pas encore visibles au scanner. En ce qui concerne les patients tabagiques, on voit très bien une augmentation de la longueur d'onde en fonction du paquet année. 37 paquets année, vous voyez que la longueur d'onde est très très large par rapport à 4 paquets année. Ces deux patients à 4 paquets année et 37 paquets année avaient des scanners normaux. Donc on voit des changements de propriétés mécaniques et une sensibilité de l'onde au milieu qu'elle traverse. Donc l'originalité, c'est vraiment de montrer que même en l'absence d'anomalies pulmonaires structurelles visibles au scanner, on peut arriver à détecter avec cette technique des modifications des propriétés fonctionnelles du tissu pulmonaire. Ici, vous avez une représentation des cartographies de la rigidité, puisque c'est ça qui est intéressant de voir, cette distribution locale et spatiale qui reflète des changements mécaniques. En ce qui concerne les résultats sur les patients avec un Covid long, ces patients ont montré une rigidité qui était augmentée par rapport au sujet sain, avec une distribution diffuse de couleurs, ce qui montre une variation de la rigidité, bien que les scanners, en fait, montraient aucune anomalie structurelle. Donc, on pourrait éventuellement utiliser aussi cette technique pour avoir des informations complémentaires grâce à un nouveau biomarqueur de rigidité qui peuvent expliquer en fait les symptômes qui sont présentés par ces patients avec un Covid long qui disent avoir une gêne respiratoire. On a revu ces patients, ces 7 patients plusieurs mois après. Donc là, vous avez les cartographies de rigidité du deuxième test. Donc c'est la première étude qui a pu montrer un suivi pulmonaire en fonction donc du temps. Et on voit en fait une diminution de la rigidité pour certains patients entre ces deux examens. Alors, pour ce patient-là, on voit que la rigidité est stable, il n'y a pas eu de diminution après plusieurs mois. Par contre, patient 1 et 3 a vu une récupération complète de son poumon et c'était vraiment en accord avec ce que disait le patient, qu'il n'avait plus d'inconfort pulmonaire. Donc, on voit bien la capacité et la sensibilité de l'ERM pour le suivi du parenchyme. Donc, en conclusion, on essaye de mettre en place une nouvelle modalité d'imagerie pour le diagnostic pulmonaire. Les examens ERM pourraient fournir une mesure quantitative de la rigidité pulmonaire comme un biomarqueur, en complément des informations actuelles qui sont obtenues par les examens au scanner ou en spirométrie et en oscillométrie.
Ce biomarqueur permettrait de prévenir de manière non invasive des futures maladies pulmonaires avec des retombées qui sont à la fois économiques et sociales, hein, comme on l'a dit précédemment. Ces examens ERM, ils pourraient être aussi utilisés comme modalité d'imagerie peu invasive, permettant d'éviter les rayons X au scanner et aussi constituer une alternative aux examens scanner pour le tissu, pour le suivi du tissu pulmonaire. Également, lorsque le patient il voit une cartographie avec une variation de couleurs, c'est très parlant pour lui plutôt qu'un cliché IRM où il ne comprend pas forcément ce que ça signifie. Là, un code couleur permettrait peut-être au patient de le sensibiliser à l'état de son poumon grâce à cette échelle de couleurs. En perspective, donc comme je vous ai dit, on est en train de travailler sur cette cohorte de patients BPCO. À la CRIM, donc au service de radiologie, on réalise quatre acquisitions, une au scanner, une en spirométrie et des acquisitions en oscillométrie, puis en élastographie. Le scanner aura une relecture à l'hôpital Cochin. Également, on collabore sur les analyses de spirométrie et d'oscillométrie qui sont donc interprétées par le professeur Ding Zhuang. Et l'ensemble de cette analyse multimodale va nous permettre de démontrer, on l'espère, la capacité de cette technique ERM à détecter des formes initiales de BPCO et également d'appliquer cette technique aux fibroses pulmonaires. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci, Dr Bensamoun et professeur Ding Xuan pour cette présentation. Du coup, est-ce qu'il y a des questions? Alors, je peux commencer par une première question, du coup, si personne ne veut se lancer. Vous avez montré dans le cas du Covid long qu'avec certains patients, on pouvait retrouver un poumon normal Oui. ou quasi normal. Est-ce que c'est le cas aussi après arrêt du tabac? Alors, c'est une excellente question. On a on a plusieurs patients qui ont qui ont arrêté de fumer pendant plusieurs années. Donc, on essaye de collecter un maximum d'informations parce qu'on a quand même l'impression que le poumon il récupère, mais seulement à partir d'un certain nombre d'années qui serait intéressant d'identifier. D'autres ne récupèrent pas. Donc, comme on l'a dit, c'est vraiment dépendant voilà, de plusieurs facteurs, mais ça va être très intéressant de voir dans la cohorte qu'on a, voilà, de voir ceux qui ont récupéré, ceux qui n'ont pas récupéré, et en fonction du nombre d'années. Okay. Je vais peut-être Compléter. Oui, non, à ce propos, tout à fait d'accord, mais juste pour revenir à l'intérêt d'une étude telle que nous propose Sabine, c'est que, en fait, l'élastographie est un examen très important pour mesurer l'élastance pulmonaire. Et en fait, en pathologie respiratoire, la maladie où l'élastance est connue comme étant augmentée, c'est la fibrose pulmonaire idiopathique et non pas la BPCO. Alors, dans la BPCO, cela est d'autant plus intéressant que, en fait, comme on l'a vu depuis l'ANEC, il y a essentiellement deux types d'atteintes. Il y a d'une part, en fait, les emphysèmes où l'élastance serait diminuée, et puis la fibrose bronchique où l'élastance serait augmentée. Alors, l'intérêt d'une étude telle que celle-ci, c'est de coupler à la fois une mesure avec des méthodes d'oscillation qui nous permet de quantifier l'atteinte des voies aériennes distales et puis l'imagerie qui nous permet de topographier cette atteinte-là. Et
ce que l'on dit actuellement, c'est que dès lors que la fibrose est déjà installée, tout comme une cicatrice est déjà instaurée sur une peau, eh bien, quand bien même vous êtes un spécialiste de la cosmétique, en fait, vous ne pouvez rien faire sur la cicatrice. Tout comme des pneumologues vont avoir beaucoup de mal à faire, à faire réverser la fibrose bronchique. Alors, l'intérêt, c'est de détecter la fibrose par l'élastographie, de confirmer la fibrose par l'élastographie, laquelle fibrose sera suspectée par ce qu'on appelle une atteinte des voies aériennes distales, détectée par l'oscillométrie. Donc, vous voyez l'intérêt de la chose, hein. Donc, ça nous permet d'intervenir suffisamment tôt dans la fibrogénèse des voies aériennes distales à un stade où les choses sont encore réversibles, et cela en espérant de pouvoir éviter ce déclin respiratoire qui, à partir d'un certain stade, devient irréversible et il n'y a aucun traitement, aucun médicament qui pourrait rendre les choses euh, comme voilà. Donc, je pense que c'est quelque chose d'assez, comment dire, d'assez enthousiasmant, hein, pour le futur. Très Le bien. mot en anglais, c'est exciting, mais en fait, enthousiasme. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce que moi, j'en ai d'autres, hein, évidemment. Alors, on a vu la sensibilité de l'ERM par rapport au scanner. Est-ce que l'ERM permet bien également un diagnostic plus précoce que les EFR et donc avant l'apparition des symptômes? Je serais tentée de dire oui, 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 mais et puis moi aussi, parce que je vais me faire du mal. En fait, les EFR, c'est très tardif, hein. C'est très tardif, et en fait, pour plusieurs raisons. La première est que ça vous donne une mesure quantitative, mais non pas topographique. Et sachant que dans la BPCO, ce sont surtout les voies aériennes distales qui sont affectées en premier, et comme on l'a vu, mais trop rapidement, la mesure du VMS vous permet de diagnostiquer une obstruction bronchique, mais à un niveau général, et qui est essentiellement atteignant les voies aériennes proximales. Et dès lors que les voies aériennes proximales sont atteintes, les choses sont déjà trop tardives. Donc c'est pour ça que n'importe quel type d'imagerie, dont les restographies, eh bien, ça permet de détecter les choses de façon beaucoup plus précoce. La seule chose, c'est que c'est un petit peu plus compliqué à faire et très probablement un petit peu plus cher Et par rapport aux deuxième EFR. question du même auteur. Si pas de symptômes, qui faudrait-il orienter vers l'ERM? Y a-t-il des contre-indications ou des effets indésirables chez les patients? Je vous laisse répondre, Sabine, pour l'ERM. pour faire une ERM, non, les contre-indications, c'est uniquement pareil que pour une IRM, pacemaker, enfin, Ok. voilà. Et, et je pense que, Il n'y a pas je d'injection. pense que, Hein. C'était, non, allez-y, allez-y, Sabine. non, il y a aucune injection de produit de contraste avec cette technique. Je ne sais pas si c'était ça la Bah, question. je pense, hein, s'il y a des contre-indications ou des effets indésirables. Donc, voilà. Et concernant la stratégie, je pense qu'il est encore trop tôt et puis je pense qu'il faudra avoir des données pour aboutir à une espèce d'arbre diagnostic. Mais je pense que chez les patients BPCO, il importe d'abord de faire un point général et chez les personnes qui sont à risque de développer une fibrose bronchique, eh bien faire une IRM, une ERM au début de bilan et puis ensuite, de loin en loin, sachant que l'indication de l'ARM sera toujours guidée d'abord par la clinique, les symptômes, l'essoufflement, les exacerbations un petit peu trop fréquentes, et puis par la spirométrie, complétée par l'oscillométrie. Ok. Euh, Peut-être dernière toute petite question. Du coup, cette technique est transposable à n'importe quel CHU, n'importe quel hôpital? Oui. En fait, à la crime, ce que j'expliquais au départ, c'est un peu la maison mère où on va développer en lien avec la Mayo Clinique tous ces protocoles d'élastographie, donc là dédiés au poumon. Et après, en fait, l'objectif, ce serait de pouvoir justement diffuser ces protocoles et d'aller les installer dans d'autres centres hospitaliers où
ces centres hospitaliers, vous avez une cohorte bien plus large que nous à Compiègne dans notre service de radiologie. Voilà. Donc ça, c'est du développement de séquences à mettre en place, mais c'est pas infaisable. Voilà le Très bien. professeur Damien Basile qui brûle de nous poser une question. Bonjour, j'ai loupé un petit mot de la présentation et du coup, vous en avez peut-être déjà parlé, mais j'avais une question par rapport à l'échographie où on peut faire de l'élastographie aussi pulmonaire, qui Oui, forcément va s'intéresser plutôt à la surface pulmonaire, et pas en la profondeur. c'est ça. Est-ce que vous avez des études de corrélation ou pas entre l'élastographie, l'échographie et vos résultats en ERM? Alors non, parce que en fait, on a aussi l'élastographie par ultrason ici, et on a regardé un petit peu au niveau de la littérature. C'est surtout, ça va surtout caractériser au niveau surfacique. Plèvre, voilà, mais pas en profondeur comme nous, on va aller chercher cette caractérisation. Voilà. Donc, non, il n'y a pas de corrélation à faire comme on pourrait le faire sur le tissu hépatique ou musculaire ou autre. Là, c'est vraiment différent. On ne pourra pas les caractériser avec cette distribution aussi fine et profonde en fonction des coupes qu'on veut mettre avec l'échographie. Ça, à mon avis, c'est pas possible. L'échographie a quand même des limites. Enfin, c'est pas facile l'élastographie sur du poumon, je trouve, parce qu'on est quand même très gêné par les interpositions costales et tout ça et le. Hum, Alors, enfin, vous avez vu le protocole qu'on fait. On a quand même fait beaucoup de patients, hein, plus de 150 maintenant. Ça nous a jamais posé de problème, justement, au niveau des côtes. Je vous ai montré ce stimulateur qui est circulaire, qui est le même que pour le foie, ce qui fait que un CHU peut très bien avoir un équipement et faire deux modalités d'examen, foie et poumon avec le même setup. Maintenant, il a été développé en fait des stimulateurs flexibles, qui viennent vraiment bien épouser la forme en fait des côtes. Donc, on n'est plus du tout gêné si on change ce stimulateur en prenant le flexible. Quel est le coût du stimulateur? Alors, le coût, en fait, du stimulateur, en fait, c'est le speaker plus le stimulateur, l'ensemble de la technique d'élastographie. Alors, ça dépend des constructeurs, mais il faut compter, je pense, entre 60 000 € et 100 000 euros. Voilà. Ça varie. Donc Mais c'est un investissement. oui, mais en fait, ce qu'il faut penser, c'est que c'est pas le prix d'une IRM, c'est une option qu'on vient ajouter à l'IRM. Et c'est ça qui est important à faire passer comme message, parce que finalement, ça revient quasiment pareil, ou même je pense moins cher, puisque à d'autres appareils échographiques qui font de l'élastographie, ça ne va pas coûter plus cher au niveau du dispositif. Voilà. Très bien. Et puis, dans de bonnes mains, je pense que ça apporte quand même des informations incomparables. Mm. Là, je suis convaincu. C'est sûr. Donc, je vous remercie encore une fois, Dr Ben Samoun et professeur Ding Xuan. Il est déjà 14 heures passées. Et du coup, on va vous laisser. Merci encore. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup à vous. Et puis, on vous donne rendez-vous le mardi 30 juin à 13 heures pour la prochaine conférence du dernier mardi du mois où on accueillera Yann Langcox, qui est toxicologue à l'Université du Littoral Côte d'Opale à l'ULCO à Lille. Et il nous parlera de l'intérêt des études cellulaires in situ pour la recherche de biomarqueurs d'exposition. Merci encore à tous pour votre attention. Et puis, je me permets de vous rappeler qu'on organise le troisième congrès de la FHE Respire les 1er et 2 décembre prochains à Rouen. Donc, notez bien dans vos agendas, le programme est en cours. À bientôt et très bon après-midi à tous. Merci. Merci Sandrine, merci Sabine, merci Antoine. Merci. Au revoir. Merci, bonne journée.